Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça va être un bilan lecture de mes dernières lectures. Il va y avoir pas mal de romans, j'en ai 9 si je me trompe pas. Je vais aussi vous présenter quelques BD et il y aura aussi des mangas. Je fais d'habitude des présentations, des reviews, etc. Mais je vous tiens assez peu au courant finalement de ce que je lis lorsque je continue une série, donc ça permettra juste un peu de faire un point sur notamment une série que j'ai décidé d'abandonner parce que ça ne m'intéressait plus vraiment. Donc on va commencer sans plus tarder avec la catégorie des romans. Parmi ces 9 romans, j'ai décidé de vous parler de 4 premiers romans qui sont des romans qui ont la vibe de l'été. Je me suis dit que voilà, c'était parfait pour cette saison-là. Donc je vais commencer avec un gros banger qui est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault aux éditions Hachette. J'avais adoré Nos plus belles années. Maintenant a posteriori je me rends compte que j'avais dit que le style, la plume de l'autrice n'était pas forcément super travaillée. C'est vrai que c'est une plume qui est très simple mais très percutante et j'ai retrouvé ça en fait dans ce roman là. On va suivre dans ce roman deux jeunes filles qui sont deux sœurs, Phoebe et Lena, qui se rendent tous les étés au même endroit sur la plage avec leurs parents. Lena et Phoebe, c'est deux filles totalement diamétralement opposées. Lena, c'est plutôt la fille qui cherche à s'échapper, à s'émanciper, à avoir une indépendance. Elle est très souvent en contradiction avec sa mère, qui est beaucoup plus protectrice, et donc ça part souvent en live. Elle s'énerve très facilement. Lena, elle claque les portes, tout ça. C'est une fille qui a plutôt de la colère en elle. Et on a Phoebe qui est la fille beaucoup plus rangée, qui est la fille qui fait ce qu'on attend d'elle, qui suit des études, qui fait son petit bonhomme de chemin. Et du coup, il y a tout de suite deux salles, deux ambiances. Ça impacte fortement la relation que la mère entretient avec ses deux filles. Et Lena, du coup, se sent lésée dans cette relation. Bon, c'est du coup une partie de l'histoire, cette histoire avec sa famille, aussi la relation qu'elle a avec sa sœur, ça va être un autre pan de l'histoire, mais on va parler d'amitié, on va parler d'amour, on va parler de santé mentale aussi, de sexualité aussi, bref, on traite d'énormément de sujets différents, de son orientation, de ce qu'on veut faire dans sa vie, de plein de choses en fait. C'était un roman que j'ai vraiment adoré, j'ai versé des larmes comme Nos plus belles années. Vraiment, il y a quelque chose dans l'écriture de Clara Hérault qui est très impactante et sous couvert de choses assez banales entre guillemets ou de... Voilà, c'est une romance contemporaine en fait et c'est un livre qui parle de la vie tout simplement. Elle trouve vraiment les mots justes et qui ont de l'impact et qui touchent le lecteur et c'est vraiment quelque chose que j'adore en fait dans ses romans. Donc il y a son dernier roman Les tourbillons des possibles je crois, quelque chose comme ça, qui est paru il n'y a pas très longtemps et c'est sûr que je vais le lire assez rapidement. En tout cas, je vois qu'il y a une certaine évolution dans son écriture, dans sa manière d'aborder les choses. Celui-ci est moins axé sur la vie vraiment universitaire, scolaire, etc. Et voilà, comme je vous disais, ça aborde des thématiques encore plus vastes que ça l'avait été dans Nos plus belles années, qui pour moi avait quand même un fil conducteur assez bien tracé et qui était assez aussi stéréotypé, enfin on s'attendait un petit peu à ce qui allait se passer. Là je trouve que c'est beaucoup moins le cas et j'ai beaucoup aimé, voilà tout simplement, j'ai adoré ma lecture. Donc si ça vous intéresse surtout, n'hésitez pas à lire ce roman. Ensuite, j'ai lu aussi un très court roman qui s'appelle Un été avec Albert de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. Donc Marie Pavlenko, c'est une autrice que j'aime beaucoup parce qu'il y a tout un aspect poétique. Dans ce roman-ci, effectivement, il y a aussi encore cet aspect-là, mais il y a aussi du fantastique, un peu de thriller. C'est un roman vraiment avec plein d'aspects différents, donc je pourrais pas vraiment le classer dans une catégorie. On va suivre Soledad, une jeune fille qui va retrouver sa grand-mère dans sa maison à la campagne. Et au début elle a pas vraiment envie d'y aller parce qu'elle sait qu'elle va s'ennuyer, qu'elle aura rien à faire. Donc voilà, elle vit en fait des semaines assez tranquilles à la campagne jusqu'à un moment où elle va retrouver avec l'aide d'un voisin dans une petite cabane un couteau plein de sang. Et donc à partir de là va commencer vraiment
l'aspect un peu plus thriller, c'est-à-dire où on va commencer à se poser des questions, à se dire si ça se trouve il y a un tueur en série en fait qui est pas loin et qui potentiellement pourrait venir et tuer la grand-mère, tuer Soledad, tuer tout le monde en fait, on sait pas ce qui se passe et ça a ce côté un petit peu, ça fout un petit peu les pétoches quand même. Donc on passe de ça vraiment ambiance cosy, ambiance tranquillou à cette ambiance plus glaciale pour finir dans quelque chose d'un peu plus fantastique, de poétique avec Albert, le fameux Albert. Je vais pas trop en dire parce que il fait à peu près 150 pages donc il se lit très vite, il est pas très dense en informations non plus mais en fait on joue beaucoup sur différents styles et c'est pas mon préféré de Marie Pavlenko, il était sympa mais voilà j'en garde pas non plus un sentiment très profond, j'ai pas été profondément touchée ou profondément voilà ça m'a pas forcément fait d'émotions très intenses. Mais j'ai retrouvé un petit peu cet aspect poétique aussi, ce lien familial qu'il peut y avoir entre les personnages dans les romans de Marie Pavlenko. On reste un petit peu dans cet univers d'enquête et de mystère avec Désenchantée de Marie Vareille, donc c'est chez Le Livre de Poche. C'est pas le meilleur de Marie Vareille non plus ici, vous allez voir j'ai pas fait des lectures exceptionnelles à part vraiment une ou deux là de ces derniers mois, mais il était quand même très sympa. On va suivre une enquête qui nous permet de remonter dans le temps et notamment pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Sarah Leroy. Donc c'était une jeune fille de 15 ans qui a disparu et ça a bouleversé le petit village de Bouville-sur-Mer dans lequel on va se retrouver pour essayer de remener l'enquête entre guillemets. L'enquête a mené à l'arrestation d'une personne, mais cette personne a toujours clamé son innocence, donc on essaie de comprendre est-ce que cette personne est vraiment innocente ou pas, qu'est-ce qui s'est passé. On va osciller entre le passé, la vie de Sarah, ses amis, sa meilleure amie Angélique et plein de gens qui gravitaient autour d'elle pour comprendre ce qui s'est passé, et l'heure actuelle avec Fanny, une journaliste qui se donne vraiment à fond dans son travail et qui est originaire de Bouville-sur-Mer, et donc sa responsable va l'envoyer là-bas pour essayer de redéterrer cette affaire et essayer de faire vendre en fait ces magazines. Donc elle va partir là-bas avec sa belle-fille avec laquelle elle a un petit peu du mal à tisser des liens et voilà, ça va vraiment la changer aussi cette vie-là. Donc c'est à la fois de l'enquête, mais il y a quand même une grosse partie où on se concentre sur le personnage de Fanny, sur qui elle est, voilà, elle se pose aussi des questions sur sa vie. Elle a une vie très carrée, c'est une femme, c'est un peu style femme d'affaires, voilà, elle se donne vraiment à fond dans son travail, elle cherche toujours à être la meilleure, à avoir les primes, à tout ça. Elle a vraiment une pression très importante sur les épaules et voilà, ça va la faire un peu revoir sa manière de penser, sa manière de voir le monde, cette enquête. Ce que je reproche un peu, c'est que l'histoire met pas mal de temps à se mettre en place parce que on rentre dans cette histoire mais on n'a pas vraiment d'informations, je sais pas comment dire, il se passait des choses mais c'était pas forcément intéressant pour faire avancer l'enquête, ou en tout cas on voyait pas forcément où ça allait nous mener. On apprend la vie de Sarah, sa famille qui était assez éclatée, enfin disons qu'il n'y avait pas forcément d'amour familial. On suit aussi sa rencontre avec Angélique qui va devenir sa meilleure amie, et puis ensuite les disputes qu'il y a pu avoir. Angélique et son nouveau groupe d'amis qui s'appelle Les Désenchantés, du coup elles se font appeler comme ça, d'où le titre du livre. Et donc voilà, c'est vraiment toute cette mise en place que j'ai trouvée un petit peu longue parce que je voyais pas vraiment où on voulait en venir. Ça a permis quand même de comprendre les liens qu'il y avait entre les personnages, tout ça, mais j'aurais voulu qu'il se passe des choses un peu plus tôt peut-être. Et en fait on comprend, je pense, voilà, c'est la première moitié qui est un petit peu lente, et puis arrivé à la deuxième moitié, c'est là où en fait on est dans la tête de Sarah dans certains chapitres, et donc c'est là où on comprend mieux les choses, et donc cette deuxième partie était beaucoup plus dynamique, était beaucoup plus active que la première à mon sens. En tout cas c'est un très beau livre avec des sujets assez difficiles aussi, mais sur cet aspect avoir de l'espoir pour le futur, ces filles qui s'entraident beaucoup, qui sont toujours là en fait les unes pour les autres. C'est quand même un livre que je vous conseille, même si je pense que La Dernière Allumette ne sera pas détrônée, en tout cas pas de sitôt. C'était vraiment une super lecture, donc voilà. Et celle-ci, elle est quand même très chouette, donc je vous la conseille quand même.
Dernier livre de la vibe de l'été, il s'agit d'une comédie romantique d'Emily Henry, donc la première que je lis de cette autrice. Il s'agit de People We Meet on Vacation, qui est édité par Hauteville. Là, c'est un Friends to Lovers qui était très cool, très fun, très chill. Il n'y avait pas trop de scènes olé olé, donc pour ceux qui sont pas très fans de ça, vraiment c'était pas mal. Je l'ai lu très rapidement, donc c'est gage aussi de qualité, même si c'est pas vraiment un grand roman, c'est pas un truc de fou, mais ça permet de passer un très bon moment. Donc on va suivre deux personnages qui s'appellent Poppy et Alex, qui se sont rencontrés lorsqu'ils étaient à la fac. Et ils se sont rencontrés du coup il y a une dizaine d'années. Le souci c'est que aujourd'hui ils ne se parlent plus parce qu'il s'est passé quelque chose 2 ans auparavant, quelque chose qu'on ne connaît pas en fait au début du livre, et en fait ça nous permet d'avoir un petit peu de suspense. Donc on va retracer à la fois ces étapes, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, tout ça, sachant que tous les ans, du coup, ils passent une semaine de vacances ensemble depuis 10 ans, tous les étés ils font ça, et donc il s'est passé quelque chose qui fait que depuis 2 ans, ils le font plus, ils ne se parlent plus. Et donc Poppy, là, elle a décidé que c'en était trop et que Alex était vraiment quelqu'un à qui elle tenait beaucoup. C'était son meilleur ami tout simplement. Et elle a envie de réparer les choses et elle a envie de faire en sorte qu'ils se reparlent tout simplement et que potentiellement ils refassent des vacances comme avant. Donc elle va prendre contact avec Alex, elle va lui envoyer un message, elle va lui proposer de se revoir et contre toute attente il va accepter, et donc elle va tout de suite se mettre en tête que faut que ce soit les meilleures vacances de sa vie, faut qu'il retrouve le goût de l'expédition, tous ces moments qu'ils ont passés ensemble, il faut qu'elle ravive cette flamme pour qu'il veuille à nouveau lui reparler et qu'il se repasse des choses entre eux. Donc elle prévoit plein de trucs et tout, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Il va y avoir plein de problèmes qui vont se mettre en travers de sa route, et donc ce qui devait être les meilleures vacances, finalement ça va tourner un petit peu au fiasco. Et donc est-ce qu'ils vont réussir à se mettre ensemble ou pas? Je vous laisserai découvrir la fin de l'histoire en lisant le roman. Et donc on va avoir ce moment-là, les instants maintenant, et qui vont être entrecoupés de moments passés où on va les voir grandir ensemble, évoluer ensemble, se rapprocher. Le pourquoi du comment ils sont arrêtés de se parler, c'était obvious. L'autrice n'est pas allée chercher très loin, mais en même temps, c'est ça, hein. Enfin je veux dire, ça aurait pu être des choses beaucoup plus rocambolesques, mais les choses sont telles qu'elles sont, et voilà, c'est juste que ça faisait un gros suspense sur ce truc-là pour finalement que ce soit quelque chose d'assez simple. J'ai beaucoup aimé aussi voir ces deux personnages se rapprocher, il y avait une attirance qu'on a senti en fait assez rapidement, mais les personnages n'ont pas voulu avancer l'un vers l'autre. Voilà, je pense qu'il y avait de l'amitié qui était plus importante que potentiellement une relation. C'est vraiment tout doux, les personnages se tournent un petit peu autour, c'est du slow burn, c'est vraiment le genre de romance que j'apprécie. Je suis pas vraiment fan de tout ce qui est avec beaucoup de caractère sexuel, donc là je suis vraiment très très contente qu'il n'y ait pas trop de fesses. Ça a été une très bonne découverte, et je pense que je lirai d'autres livres d'Emily Henry parce que celui-ci m'a bien donné envie de découvrir d'autres titres de cette autrice. Je vois l'heure tourner, et je pense que je vais faire cette vidéo en 2 parties. Vous aurez les 5 autres romans que je vous avais prévus dans une prochaine vidéo, comme ça évitera que la vidéo dure 1 heure. Donc on va passer tout de suite au BD, et donc j'ai lu L'Enfantôme de Jim Bishop chez Glénat. Ça a été une super découverte. Jim Bishop, j'avais déjà découvert 2 autres de ses titres, je pense que c'est les 2 seuls d'ailleurs, donc qui en fait font partie du triptyque avec L'Enfantôme. Donc il y avait Lettres perdues et Mon ami Pierrot, qui sont 2 BD que j'ai chez moi en fait, que j'avais acheté. J'adore vraiment le design graphique de cet auteur, que ce soit les couleurs extrêmement flamboyantes, la précision des dessins, les détails, vraiment je suis admirative en fait de son travail. Et donc dans L'Enfantôme, voilà, c'est vraiment extrêmement beau. Là, on se retrouve avec un garçon qui a plein d'acné, qui est au collège, on sent qu'il se sent pas forcément très bien dans sa peau, qui n'a pas de bonnes notes en plus à l'école. Il va se faire convoquer par le CIO,
le gars qui s'occupe de l'orientation là pour lui dire que s'il n'a pas de meilleures notes, tout simplement ça va très mal aller. Et qu'est-ce qui va se passer? Ses parents le tueront. Voilà, tout simplement, sans aucune autre forme de procès. Donc forcément ça lui fout les pétoches. Et il se pose la question quand même, est-ce que c'est possible que mes parents me tuent parce que j'ai pas des meilleures notes? Et en fait, bizarrement, il va se passer quand même des choses. Sa mère va commencer à agir de manière assez étrange et elle va se pointer avec un couteau au bord de son lit. Et clairement, ça fait vraiment froid dans le dos. Donc c'est une BD qui a un petit peu des tendances horrifiques quand même. Donc si vous êtes pas trop fan de tout ce qui est sang, que vous avez peut-être peur assez facilement, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille. Dans les deux autres, c'était pas du tout le cas, ça traitait pas de ça. Là, il y a quand même des choses assez gore, assez dégoûtantes et voilà, bref. Il va aussi rencontrer Mims, qui elle aussi est une des pires cancres du collège. Et elle aussi, c'est pareil, son père est pas vraiment très sympa avec elle. Et donc, va se lier une sorte d'amitié entre deux. Et ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, on va passer dans une autre partie très mignonne avec des petits fantômes qui représentent le petit garçon et la petite fille. Et donc voilà, c'est une BD qui est assez spéciale dans sa manière d'être construite. On comprend pas forcément tout, en tout cas moi j'ai pas tout compris, mais c'était pareil dans L'être perdu et dans Mon ami Pierrot, on a des choses qui sont de l'ordre du fantastique et on se pose des questions quoi, on sait pas trop ce que ça fait là, on comprend pas trop tout. Il y a des personnages, voilà, j'ai pas trop compris leur but ou leur projet là-dedans, mais il y avait cette partie sur les fantômes qui était super cute. Voilà, globalement c'était une BD où j'arrive pas vraiment à expliquer ce qui se passe parce qu'il se passe plein de trucs, c'est à la fois une romance mais à la fois quelque chose d'amitié, quelque chose sur comment est-ce qu'on grandit finalement, comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir. Je ne sais pas comment je pourrais résumer cette BD, mais ça a été vraiment une super lecture que je vous conseille. Et si jamais tout le côté gore vous intéresse pas, vous tente pas, je vous conseille de lire L'être perdu, qui avait ce côté poétique que j'ai beaucoup aimé, ou même Mon ami Pierrot, c'était aussi très sympa. Donc voilà, je vous conseille de découvrir Jim Bishop, vraiment, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu le deuxième tome de Connexion, donc c'est le dernier tome de ce diptyque de Pierre Janot chez les éditions Tanibis. Le premier tome, je l'avais lu parce qu'il était dans la sélection des BD d'Angoulême. Je sais pas si c'était le premier ou le deuxième d'ailleurs, peu importe. Mais ce deuxième tome, je sais pas si c'est parce que je l'ai lu longtemps après, mais j'ai déjà eu un petit peu de mal à repérer les personnages, à me souvenir de qui était qui. Et voilà, Connexion, c'est vraiment ce livre où on suit plein de personnages différents qui ont plein de destinées, plein de métiers, d'envies, de vies différentes. Et j'ai eu du mal en fait à raccrocher les wagons et à me dire, alors lui c'était celui qui faisait de la musique, je crois bien. Lui c'était celui qui avait une copine mais avec laquelle il s'entendait plus, enfin voilà. J'ai tout le long de la BD galéré comme ça, et même ce qui se passait pour les personnages, j'ai pas été plus que ça intéressée, pas plus que ça touchée. Voilà, globalement le premier tome j'avais préféré, peut-être que si j'avais lu les deux à la suite ça aurait été mieux, mais là je dois dire que voilà, ce deuxième tome je l'ai lu il y a 2 jours et je ne me souviens quasiment pas de ce qui s'est passé. Je trouve pas que ça soit un aboutissement du premier tome, limite le premier tome aurait pu se suffire à lui-même. J'ai lu une romance en BD, c'était Malgré tout de Jordi Lefebvre chez Dargaud. C'est une BD qui avait quand même pas mal fait parler d'elle lorsqu'elle était sortie, et donc je m'attendais à quelque chose de vraiment super chouette et je suis frustrée par cette romance parce que j'en attendais plus, ou en tout cas j'attendais vraiment une histoire d'amour parfaite et tout ça, et en fait c'était pas ça quoi. Tout simplement. On va suivre 2 personnages, Anna et Zeno, qui vont vivre une histoire d'amour, ou qui ont vécu une histoire d'amour, on sait pas trop au début, et on commence à partir du chapitre 20, et on va rebrousser le temps en arrière pour arriver au début, au moment où ils se sont rencontrés.
Et en fait on voit que le 20e chapitre c'est là où ils se retrouvent vraiment. Et on comprend que c'est des personnages qui avaient des vies très denses, chacun de leur côté, qui voulaient leur liberté, qui voulaient s'accomplir personnellement avant de fonder une famille ou d'avoir une relation sérieuse de couple posée comme on en a traditionnellement. Et du coup j'ai été frustrée parce que je m'attendais à ce que ce soit une belle histoire d'amour, qu'ils soient séparés parce que je sais pas, il y a la mort de quelqu'un de leur entourage, parce que je sais pas, ils se remarient à cause de je sais pas, n'importe quoi, mais là c'était juste, en fait, chacun veut son petit confort personnel et n'arrive pas à délaisser ça, délaisser sa carrière, délaisser ses envies personnelles au profit de se mettre en couple et de former quelque chose de magnifique avec quelqu'un auquel on est attaché et quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, et voilà. Et donc j'étais frustrée quoi, j'étais frustrée tout simplement. Après les dessins sont très beaux, c'est une morale du coup qui peut ou pas plaire, moi en tout cas ça m'a pas plu, mais je peux comprendre que c'est une BD qui peut intéresser et qui peut plaire à beaucoup de monde. Ensuite, une autre BD pour laquelle j'ai eu un petit peu de mal à adhérer, c'est Peer Gynt de Antoine Carion, donc qui est une adaptation d'une pièce de théâtre norvégienne, si je me trompe pas. Donc cette BD reprend les premiers actes de la pièce de théâtre, donc je crois le 1, le 2, le 3, et après il y a un deuxième tome normalement pour clôturer qui fait le 4 et le 5. C'est édité chez Soleil dans la collection Métamorphose, et les dessins sont vraiment super beaux, j'adore les graphismes. Le seul souci c'est vraiment l'histoire en tant que telle, parce qu'on va suivre cet homme qui s'appelle Peer Gynt, qui en fait un peu qu'à sa tête, qui rêve d'un idéal, qui des fois ment ouvertement pour se montrer intéressant. C'est un peu le mec qui veut être la personne centrale de l'univers, entre guillemets. Et il va s'intéresser à une jeune fille, mais elle n'est pas vraiment intéressée, ou en tout cas on sait pas trop. À un moment ils se retrouvent ensemble, ils couchent ensemble dans la forêt, et puis lui il s'en va, il tombe sur une sorcière. En fait c'est pas une sorcière, c'est une fille de troll. Il va arriver du coup dans ce truc de troll. On va lui dire mais si t'es là, c'est parce que t'es intéressé par ma fille, donc t'as qu'à te marier avec elle, mais par contre il faut que tu sois un troll toi aussi, donc on va t'ajouter des attributs de troll, etc. Au final il prend peur, il s'en va. Enfin il se passe pas mal de choses, mais je pense que c'était peut-être pas forcément le bon médium, la BD, parce que on passait du coq à l'âne un peu, et le texte était aussi assez spécial. Je pense que c'est un texte qui se voulait très proche du narratif d'origine, mais ça collait pas avec la BD. Il y avait certaines tournures de phrases qui étaient un peu bizarres, etc. C'est peut-être aussi un texte qui est assez ancien. Je ne sais pas de quand date cette pièce de théâtre, mais le personnage de Peer Gynt, c'est à la fois un personnage qu'on a un peu du mal à cerner, parce que il a envie d'être quelque chose qu'il n'est pas, mais en même temps il va avoir une sorte de malédiction, et donc il veut s'en aller et ne pas que ça touche la personne qu'il aime. J'ai pas vraiment réussi à vraiment adhérer à l'histoire, à être impliquée dedans, parce que justement tout ce que je viens de vous dire, j'étais un peu sortie, parce que j'avais l'impression qu'on voyait certaines étapes les unes après les autres, mais que ça n'avait pas forcément de lien. J'ai pas trop compris où on voulait en venir, et ce personnage je l'ai pas forcément non plus porté dans mon cœur, donc globalement c'est pas une lecture que je vous recommande. On en a fini avec les BD que j'ai lus. On va passer rapidement au manga, puisque je vais juste faire un petit point sur les séries que j'ai terminées, ce que j'ai commencé, tout ça. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties sur ma chaîne, donc je vous mettrai tout dans le petit i en haut de l'écran. Donc j'ai terminé très récemment Une touche de bleu, la série de Nozomi Suzuki chez Glénat, où on suivait cette jeune fille qui s'appelle Ruriko, qui a une tache sur le visage et qui fait que du coup elle est différente de tout le monde. J'ai beaucoup aimé cette série, même si elle a traîné un petit peu en longueur, parce que le dernier tome est sorti très récemment, et je crois que
c'était le cas un peu des derniers tomes, donc ça s'est un peu essoufflé dans ma tête parce que tout simplement j'arrivais pas trop à me rappeler de ce qui se passait avant. C'est une romance, mais sans vraiment être une romance. Ça parle voilà, des différences, des maladies, voilà, c'était vraiment un manga que j'ai bien apprécié. J'ai lu aussi Tokyo Alien Bros, donc que j'ai commencé et que j'ai terminé. Il n'y a que 3 tomes, donc c'était assez rapide. Donc c'est de Keigo Shinzo aux éditions du Lézard Noir. Je ne sais pas si je ferai une vidéo exprès dessus parce que je pense que j'ai pas grand chose à dire, donc je vais vous dire ici ce que j'en ai pensé. Donc dans Tokyo Alien Bros, on suit 2 aliens qui arrivent sur Terre et qui sont là pour une mission très précise, c'est de savoir si les aliens peuvent revenir sur Terre, ou en tout cas peuvent venir sur Terre même, parce que sur leur planète ça se passe plus vraiment très bien, ils ont besoin de coloniser un autre endroit. Donc ils ont envoyé un premier alien qui a pris l'apparence d'un humain normal et ils ont vu en fait comment il s'adaptait, comment il comprenait les mœurs, les coutumes, les traditions des humains. Assez rapidement dans le manga, il se fait rejoindre par un autre alien. Il va essayer de lui enseigner tout ce qu'il sait à propos de cette espèce qu'est l'humain. C'est des personnages qui sont très maladroits parce que ils ne savent pas trop comment se comporter, surtout celui qui vient juste d'arriver. Donc ça fait des situations assez cocasses, assez humoristiques. Le design graphique de Keigo Shinzo est toujours aussi joli. Je sais pas de quand date cette série, je ne sais plus. Mais c'est la même chose qu'Hira Yasumi globalement. On a des personnages qui sont hauts en couleur, il se passe pas mal de choses. Moi je me suis laissée porter comme Hira Yasumi, en fait on sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais à chaque fois il y a des situations plus rocambolesques que les unes que les autres qui viennent s'ajouter et qui viennent rendre les choses dynamiques, pétillantes. Vraiment c'est très fun. Donc on va voir comment ils vont s'intégrer, mais aussi leurs liens qu'il peut y avoir entre deux, qui sont presque comme des frères finalement. Est-ce qu'ils vont être ou pas débusqués par les humains? Vous le saurez si vous lisez cette série. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment de lecture et je vous conseille cette petite série si ça vous tente. Vraiment, c'était un très bon moment de lecture. Parmi les séries que j'ai commencées en ce début d'année, il y avait Remember Me, La magie de l'amour de Jin Shirakawa, Eiko Mutsuhana et Yugiri Aika chez Akata. Donc je les ai pas ici parce que voilà, vous voyez, là c'est mon emplacement pour les mangas d'habitude, mais j'ai été passer une petite semaine chez mes parents, donc j'ai redescendu les mangas. Donc Remember Me, super série que je vous conseille, très mignonne. J'ai aussi commencé Le Bourget de la Cagole, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 la semaine dernière. Je disais que j'avais un petit peu peur parce que j'avais peur qu'on tourne en rond. C'est cette histoire où la jeune femme veut se marier avec son copain, sauf que la belle-mère n'est pas du tout d'accord avec ça. Et donc elle veut absolument lui mettre des bâtons dans les roues. Elle veut que son fils la délaisse un peu de lui-même. J'avais peur que ce soit un peu redondant, qu'elle fasse toujours un peu les mêmes choses et que ça soit pas novateur. Et en fait dans le 2e et 3e tome, j'ai pas du tout retrouvé ça. C'est vrai qu'on est toujours dans cette optique-là de faire disparaître sa future potentielle belle-fille, mais je sais pas, il se passe toujours des trucs nouveaux. J'ai vraiment bien accroché au tome 2 et au tome 3, donc je vais continuer la série. Écoutez, c'est une série d'ailleurs qui comporte que 7 tomes, donc elle sera lue ma foi assez vite. J'ai commencé également la série Les 7 Chevaliers du Royaume des Marronniers de Nao Iwamoto chez Akata. Premier tome que j'avais trouvé un petit peu plan-plan, un petit peu introductif, pas très intéressant. Et 2e tome que j'ai beaucoup plus accroché. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo sur mon avis. J'ai continué la série Hira Yasumi avec le tome 7 que j'ai tout simplement adoré comme le reste. J'ai aussi lu L'Enfant en moi, le tome 6 et le tome 7. Vraiment super série. Je suis toujours super contente de lire cette série. Donc c'est sur une jeune fille qui est au lycée. Et là on arrive du coup à un moment où il faut qu'elle fasse des choix pour son avenir, si elle quitte le lycée. J'aime toujours autant cette série et le tome 7 a été vraiment un déchirement parce que on rencontre le papa de la jeune fille et sa réaction vraiment mais horrible quoi. Donc très contente de pouvoir continuer cette série et je crois qu'il y a 10 tomes au total, donc on s'approche doucement mais sûrement de la fin. J'ai aussi lu le 5e tome de La Danse du Soleil et de la Lune. C'est un tome que j'ai lu très vite.
On commence à comprendre certaines choses par rapport au fameux clan qui veut détruire le monde, entre guillemets. Il veut pas détruire le monde, mais il veut mettre à jour des choses qui étaient enfouies, en fait, qui étaient cachées dans des rochers, qui étaient enfermées dans des rochers, en fait. Et il voulait casser ces rochers pour que ces choses-là sortent. Et en fait, c'est un jeune garçon qui est à la tête de ce clan et on comprend ce qui s'est passé lorsqu'il était plus jeune et on comprend pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Donc très très intéressant, ça fait pas forcément avancer les choses pour retrouver la jeune fille qui est kidnappée, mais en tout cas on en apprend plus sur ça et c'est cool. Et malheureusement, je vais aussi vous parler d'un abandon de série. Donc j'ai lu les tomes 4 et 5 de You're My Soulmate d'Anna Shin. Et j'ai décidé de m'arrêter là parce que ce tome 4 et ce tome 5 m'ont pas forcément plu. J'étais pas forcément intéressée par ce qui se passait, j'étais pas attachée au personnage. Ça fait un moment que j'avais lu le tome 3, donc peut-être que ça a un peu joué aussi. Nos deux personnages principaux, donc je ne sais plus comment elles s'appellent, bon, le gars et la fille principaux là, ils sont en couple depuis un petit moment déjà, je pense. Donc c'est bien ancré et on sent que le garçon, il est intéressé par la fille, quoi. Enfin, il fait attention à elle, tout ça, et elle doute encore de sa sincérité et du fait qu'il puisse l'aimer parce que y a une histoire de fille qu'il y avait dans sa jeunesse, mais en plus le gars n'était même pas intéressé par la fille, c'était si, je sais plus, mais en tout cas la fille potentiellement était intéressée par lui. Il y a des non-dits, il y a un manque de communication et des mécompréhensions qui n'ont pas lieu d'être. C'est pas net, c'est pas des réactions normales, c'est très je sais pas, j'arrive pas à adhérer quoi, donc je vais m'arrêter là et le tome 6 d'ailleurs, il était abîmé, le tome 6 que j'avais mis dans le book haul et du coup je l'ai renvoyé, donc je n'ai même pas le tome 6, donc je ne lirai pas le tome 6. Peut-être si je trouve des scans sur internet, à un moment, peut-être que je tenterai quelque chose, mais honnêtement là, je veux pas mettre de l'argent dans cette série alors que ça m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Voilà, malheureusement on termine sur une note plutôt négative. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des abandons dernièrement et voilà, si vous êtes ok avec les abandons. Moi, de manière générale, j'arrive à me dire que c'est ok parce qu'il y a des choses qui nous plaisent pas, il faut pas forcément s'entêter. Surtout quand c'est des mangas, des séries qui peuvent comporter 10-20 tomes, si au bout de 2-3 tomes on se rend compte que ça nous plaît pas, vaut mieux s'arrêter là. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à commenter, vraiment ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!